Livrior vous présente Apprendre à organiser son temps, un entretien avec Alain Imbert réalisé par Isalia Petmezakis. C'est bien connu, nous courons tous après le temps. Je n'ai pas eu le temps est l'excuse la plus imparable de notre époque, puisque tout le monde est débordé. Et à l'heure où l'on parle plus que jamais du stress, non seulement au travail, mais aussi dans la vie en général, Alain Imbert, vous êtes peut-être une petite lueur d'espoir. Bonjour. Bonjour. Alors une lueur d'espoir, je ne sais pas, mais en tout cas, une boîte à outils peut-être, pour des personnes qui pourraient en avoir besoin. Alors nous allons passer un peu plus d'une heure ensemble, une heure durant laquelle nous allons essayer de découvrir comment, selon vos propres termes, reprendre les rênes de nos vies en organisant ce fameux temps. D'abord, Alain Imbert, je voudrais que vous nous expliquiez en quelques mots votre démarche et notamment comment vous est venue l'idée de travailler sur cette fameuse gestion du temps. Eh bien, je suis consultant en management et coach en management et mes clients chefs d'entreprise, tout autant que mes voisins, avaient une constante, c'est que ils me disaient souvent j'ai pas le temps d'appliquer les outils que vous me communiquez, et puis mes voisins n'avaient pas le temps de tout faire, moi-même j'avais pas le temps de tout faire, et je me suis dit ça vaut quand même le coup de se pencher sur ce fameux temps. Voilà. Alors votre démarche se situe entre le management mais aussi le développement personnel. Pour vous, quel est l'intérêt essentiel dans tout ça? Parce que finalement, on peut aussi se dire que c'est pas si grave que ça de ne pas réussir à tout faire. Alors bien sûr que c'est pas grave de pas réussir à tout faire, on peut pas réussir à tout faire, heureusement. Ce qui est important, c'est de réussir à faire ce qui est le plus important pour nous, et c'est ce en quoi les gens doivent bien faire la différence entre ce qui est important pour eux et ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire qu'il faut savoir faire des choix. Bien écoutez, oui, pour moi, il faut savoir faire les choix entre ce qui est important et ce sur quoi on doit passer du temps, et ce qui ne l'est pas. Donc pour moi c'est un art, on peut parler d'art des choix, oui, c'est vrai. Alors, puisque vous parlez d'art des choix, Alain Imbert, je rebondis, vous êtes vous-même art des choix d'adoption au sens géographique du terme cette fois. Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de vos propres choix, ceux qui ont mené votre existence là où elle en est aujourd'hui? Oui, un grand choix. Qui a été de quitter le salariat pour me mettre à mon compte. Ça a été vraiment un choix déterminant. Et je me suis aperçu après que j'avais finalement utilisé une méthodologie dont on va parler maintenant et qui m'a amené à faire maintenant un travail qui me plaît et qui est vraiment en accord avec mes valeurs, et qui entre autres consiste à accompagner des dirigeants d'entreprise dans la bonne utilisation de leur temps au quotidien, tant au niveau professionnel mais aussi au niveau privé. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Alain, vous usez d'une métaphore sur laquelle j'aimerais qu'on s'arrête un instant. Pour vous, la vie est un bocal. Ah oui, l'histoire du bocal. Oui, effectivement, j'utilise cette métaphore. Essayez de prendre un bocal vide et de le remplir de sable. Si vous essayez de mettre des galets après derrière, vous n'arriverez pas à fermer le bocal, parce qu'il y aura trop de sable. Cette métaphore, donc, considérez que le bocal est la journée qui se présente devant vous, les 24 prochaines heures, et que vous allez mettre des actions dedans, des cailloux. Il y a des gros cailloux qui sont des actions importantes, et puis des tout petits cailloux, des grains de sable qui sont des actions qui sont pas importantes, mais qui sont incontournables dans la vie. On a toujours des imprévus, des interruptions, des tas de petites bricoles à faire qui sont pas importantes. Eh bien, si on arrive à mettre les galets d'abord dans notre bocal, c'est-à-dire dans notre journée, eh bien on s'aperçoit qu'on peut glisser plein de grains de sable entre ces galets, et donc arriver quand même à boucler notre journée en ayant fait ces petites choses du quotidien, et bien sûr, en premier, les choses importantes. Donc on parlait d'art des choix tout à l'heure, c'est un double choix finalement. C'est de choisir ce qui est pour nous un galet, une chose importante, une action importante, de ce qui ne l'est pas, premier choix. Et puis deuxième choix, une fois qu'on a déterminé nos galets, eh bien c'est de choisir quels sont les galets qu'on met dans le bocal et ceux qu'on ne met pas dans le bocal, parce que on identifie beaucoup plus de galets que le bocal ne peut en contenir. Ce qui veut dire que tous les matins, quand on se retrouve devant son bocal vide, il va falloir décider ce qu'on met dedans. Alors je déconseille aux personnes qui nous écoutent de procéder comme cela, parce que déjà ça va vous prendre du temps tous les matins, et puis parce que ça ne permet pas d'avoir une vision long terme des choses.
On recommence finalement notre vie tous les matins. Ma proposition, c'est plutôt de procéder à l'envers, de prendre un petit peu l'image d'un entonnoir et de commencer par le haut de l'entonnoir, à savoir quels sont les galets que j'ai envie de mettre dans mon bocal, si le bocal il a comme taille les 10, les 12 ou les 15 prochaines années. Ce qui va nous permettre ensuite d'en déduire, si on pouvait concasser ces galets des 10, 12, 15 prochaines années, en déduire les galets des 3 prochaines années, qui eux-mêmes vont nous conduire à identifier les galets de la prochaine année, des 6 prochains mois, du mois prochain, et puis effectivement du lendemain. C'est un peu vertigineux quand même de se dire qu'il faut savoir ce qu'on veut faire dans les 15 prochaines années pour s'organiser le lendemain. Alors oui, raccourci comme ça, c'est vrai que ça peut paraître vertigineux. En même temps, c'est un travail à faire régulièrement, de savoir ce qu'on veut pour soi dans les prochaines années, et ça permet ensuite d'attaquer chaque journée en sachant ce qu'on va faire, et donc de gagner du temps. Ce qui peut paraître vertigineux, peut-être, c'est pour les personnes qui s'aperçoivent qu'elles sont en train de passer du temps à des choses qui ne sont pas ce qu'elles veulent pour elles dans le futur. Ça peut paraître vertigineux, vous avez raison. On dit le temps c'est de l'argent, on dit aussi perdre ou gagner de l'argent comme on dit perdre ou gagner du temps. Est-ce que le temps serait finalement comme l'argent, une ressource comme une autre pour mener à bien ses projets, Alain ? Alors oui, effectivement, quand on y réfléchit, on dispose de 5 grandes ressources pour faire quoi que ce soit. Des ressources en matériel, des ressources en argent, vous le disiez, des ressources humaines, on peut se faire aider par des amis pour faire quelque chose par exemple, la ressource d'information et le temps. Mais cette dernière ressource, elle est un petit peu particulière par rapport aux 4 premières, c'est qu'on peut pas la stocker. Vous ne pouvez pas, si par exemple vous êtes pris dans un embouteillage, vous dire eh bien voilà, j'ai perdu une demi-heure, je vais la mettre de côté, je la ressortirai quand j'en aurai besoin, quand je serai dans l'urgence. On peut dire ça des 4 premières ressources, mais pas de la dernière. Donc cette ressource temps, elle est pas, comme on dirait d'un terme technique, gérable. On peut simplement contrôler qu'on l'utilise correctement. Je reviens un instant à ce que vous nous disiez précédemment. La bonne approche, dites-vous, c'est de commencer par réfléchir à ce que l'on veut pour soi dans les, disons, 15 prochaines années. Pour vous, la question n'est pas seulement de bien organiser son agenda. Et j'ai envie de dire que c'est la dernière des questions. J'imagine qu'on en parlera tout à l'heure. Oui, organiser son agenda à la fin, oui, pour la prochaine journée, les prochaines semaines. Avant, j'ai envie de dire que si on veut contrôler qu'on utilise bien notre temps, il faut qu'on contrôle par rapport à une référence. Et cette première partie de référence, ce sont pour moi les valeurs humaines. Alors c'est quoi pour vous, concrètement, une valeur ? Une valeur, c'est ce qu'on a récupéré, entre guillemets, de notre enfance entre 0 et 7 ans et qui structure notre vie. Et concrètement ? Eh bien, on peut prendre les 3 valeurs les plus connues en France, que sont liberté, égalité, fraternité, par exemple. Alors, ces valeurs-là, elles suffisent à organiser les 15 prochaines années ? Ça peut changer au cours de la vie. Elles ne changent pas de nature, on a ce corps de valeurs qui s'est cristallisé en nous entre 0 et 7 ans. Par contre, leur importance relative, l'une par rapport aux autres, peut changer. Quelqu'un qui peut avoir des valeurs notamment de famille et de liberté en lui, on peut imaginer que quand il a 19-20 ans, la valeur liberté peut être plus importante et que peut-être la valeur famille sera plus importante que la valeur liberté quand il aura 40 ou 45 ans par exemple. Alors à un instant T, comment on fait pour déterminer ces valeurs ? Concrètement, comment on s'y prend ? On prend un papier, un crayon, il faut faire 50 psychanalyses, comment ça se passe ? 50 je sais pas, un papier et un crayon ça me paraît plus indiqué, oui bien sûr. On prend un papier et un crayon effectivement et on commence par écrire tous les rôles qu'on joue au quotidien dans notre vie. À quoi est-ce qu'on passe du temps ? Donc on peut avoir un rôle de père, un rôle de mère, on a notre rôle professionnel, cadre dans une entreprise, boulanger, etc. On a des rôles aussi sociaux, on peut être conseiller municipal, on peut être trésorier d'un club de foot ou président d'une association X ou Y. Donc on liste tous ces rôles, et on liste aussi toutes les distractions et les loisirs qu'on a l'habitude de pratiquer. Alors ces rôles que l'on pratique au quotidien, qu'est-ce qu'ils nous apprennent sur nous-mêmes ? Eh bien ils nous apprennent, et ils vont nous aider à déterminer nos valeurs. Nos valeurs on a juste à mettre des mots dessus. Et en réfléchissant à ce qui nous a poussé à vouloir jouer ce rôle de président de club de football, ou de mère de famille, ou de chef d'entreprise, ou d'artisan, en réfléchissant à ce qui nous a poussé, eh bien, on va trouver nos valeurs, les valeurs qui nous ont poussé à l'époque à vouloir jouer ce rôle. Pour le président du club de foot, ça peut être la valeur de pouvoir, ou la valeur de
de convivialité, pour le dirigeant d'entreprise, la valeur d'autonomie, par exemple, ou d'argent, la mère de famille, la valeur de famille, par exemple. Donc voilà, c'est grâce à nos rôles qu'on va, en fait, par un effet rétro, identifier nos valeurs. Mais il y a aussi des choses qui nous chagrinent dans la vie, et vous dites qu'on peut s'en servir justement pour déterminer ces valeurs. C'est ce que j'appelle les antivaleurs, c'est-à-dire que, pour reprendre l'exemple de mon dirigeant de club de football, par exemple, il a pu être mu par ces valeurs de pouvoir et de convivialité, et puis avec le temps, il y a peut-être quelque chose qui le tracasse, notamment par exemple s'il a des soupçons par rapport à son trésorier, et là il a peut-être cette antivaleur de malhonnêteté qu'il travaille, bien ça veut dire simplement que cette valeur d'honnêteté, il l'a en lui aussi, mais qu'elle était peut-être un peu plus cachée. Donc, pour revenir à ma liste, à mon papier et à mon crayon, j'engage les personnes qui nous écoutent, une fois qu'ils ont chaussé les premières lunettes et lu la liste des rôles avec la paire de lunettes valeur, de mettre une deuxième paire de lunettes, qui est la paire de lunettes anti-valeur, et se demander s'il n'y a pas des choses qui les chagrinent aujourd'hui dans les rôles qu'ils jouent, dans les loisirs qu'ils pratiquent. Ils vont donc déterminer l'anti-valeur et donc noter sur le papier la valeur qui correspond à cette anti-valeur. Et une troisième étape, dites-vous, c'est d'explorer son monde idéal pour aller encore plus loin. Pour l'instant, le fait d'écrire, le fait de réfléchir, le fait de se poser la question de savoir quelles sont les valeurs qui m'ont poussé à jouer tel rôle, ça c'est un travail qui est extrêmement mental. Or je fais partie de ceux qui disent qu'il n'y a pas que le mental dans la vie, il y a aussi une partie un peu plus enfouie en nous, qui a aussi droit de donner son avis. Et donc en travaillant sous forme d'une relaxation, d'une détente dirigée, on peut amener la personne à identifier des valeurs qu'elle n'aura pas écrites sur le papier avec les 2 premières étapes, mais qui néanmoins sont des valeurs qui sont enfouies très profondément en elle, oui. Et là, je renvoie les personnes qui nous écoutent à la fin de cet entretien, puisque vous proposez d'explorer ce monde idéal sous forme d'un exercice. Et puis en attendant, donc, je voudrais revenir à ces valeurs. Quand on a déterminé toutes nos valeurs, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors on peut arriver, certaines personnes vont arriver à 5-6 valeurs, mais la plupart du temps, les gens arrivent à 10, 12, 15 valeurs. Mais c'est énorme. C'est le reflet, j'ai envie de dire, de la complexité de l'être humain. En même temps, c'est vrai que ça va pas aider beaucoup quand la personne se retrouve avec 15 ou 20 valeurs de déterminer les actions à mener pour vivre selon ces valeurs. On parlait de l'art des choix tout à l'heure, et bien là on se retrouve devant le premier choix. Il va bien falloir déterminer les 3-4 valeurs qui sont les plus importantes pour nous en ce moment et qui vont structurer nos 5-10 prochaines années. Très bien, mais alors comment fait-on concrètement ? Eh bien je propose d'utiliser un outil, qui a un nom un peu barbare, que j'appelle un tableau de hiérarchisation croisée, qui va permettre donc à la personne de comparer ces 15 ou 20 valeurs, les unes par rapport aux autres, un petit peu comme un match entre 2 valeurs, et de déterminer donc quelle est pour lui aujourd'hui la valeur la plus importante. Et donc, grâce à ce tableau, très rapidement, la personne arrive à déterminer les 4-5 valeurs qui sont les plus importantes pour elle. Le point important, c'est de remplir ce tableau non pas en faisant intervenir son intellect, en faisant intervenir son mental. C'est à l'émotion, c'est presque à l'intuition qu'il faut remplir ce tableau pour avoir les meilleurs résultats. Bon, synthétisons. On fait la liste de nos rôles, de là on détermine une vingtaine, une trentaine de valeurs, qu'on organise grâce au tableau de hiérarchisation croisée, contenu dans le livret d'ailleurs de ce CD, et puis de là, on ressort avec 4 ou 5 valeurs essentielles pour nous, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Est-ce que je peux vous demander comment vous avez fait vous-même ce travail et ce que vous en avez ressorti ? Eh bien, ce qui me semble important de donner comme témoignage, c'est ce qui s'est passé au moment où, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, j'ai choisi de basculer du salariat, je dirais, à l'entrepreneuriat, puisque je me suis mis à mon compte. Il y avait 3 grandes valeurs qui sont vraiment sorties de mon tableau à moi. C'était la valeur de liberté, et la valeur de transmission, et la valeur de plaisir. Donc voilà, on peut très bien imaginer que les personnes qui nous écoutent arrivent à un résultat où certaines de ces valeurs-là apparaissent aussi. Alors vous avez fait le lien entre ces 3 valeurs et vos orientations professionnelles. Alors ça, c'est les buts que je me suis fixés, et c'est, si vous voulez,
la taille de bocal un petit peu plus petite que la première. La première, c'est effectivement ce que je voulais pour moi pour les 10-12 prochaines années. Et la question derrière, par rapport à ces valeurs de liberté, de transmission et de plaisir, c'était, qu'est-ce que j'en fais au quotidien ? Alain, vous venez de prononcer le terme de but. Qu'est-ce que ça a à voir avec les valeurs ? Eh bien, la différence entre valeur et but, pour reprendre l'image de l'entonnoir que j'ai employée au début, la première étape, celle qui est la plus en amont dans l'entonnoir, ce sont les valeurs. Mais avec une valeur de liberté, pour reprendre mon exemple, la question qu'on peut se poser, c'est, ok, qu'est-ce que je mets comme action en œuvre par rapport à liberté ? Eh bien, j'ai envie de dire, c'est le but des buts. Le but d'un but, c'est de mettre en action, de dynamiser les 3 ou 4 valeurs les plus importantes qu'on a trouvées par l'intermédiaire du tableau d'hiérarchisation croisée. Ça veut dire qu'est-ce que je vais faire pour correspondre à cette valeur ? J'emploierai pas le mot correspondre, je dirais plutôt quelles sont les actions ou les buts que je me fixe qui vont me permettre de vivre au quotidien selon mes valeurs, puisque ce sont les plus importantes pour moi. Alors concrètement ? Eh bien concrètement, on a déterminé tout à l'heure qu'une valeur était un nom commun, pas un verbe, pas une phrase. Le but est en fait une phrase qui commence par un verbe d'action en infinitif, plus l'action derrière. Exemple ? Exemple, je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure. Pour moi, la valeur liberté m'a conduit à sortir du salariat et à me fixer comme but, me mettre à mon compte. Donc on a bien là, me mettre à mon compte, un verbe à l'infinitif, puis l'action derrière. Et il y a certains buts qui ne demandent pas forcément du temps. Par exemple, si je repère que une de mes valeurs, c'est la santé, je peux très bien décider d'arrêter de fumer. Ça me demande pas un temps particulier. Alors arrêter de fumer est intéressant à plus d'un titre, mais avant je vais vous répondre sur le fait que ça prend pas de temps d'arrêter de fumer. Vous savez, quelqu'un qui va décider de faire du sport, qui va décider de consulter un diététicien, d'aller suivre un plan de 5 jours, d'aller voir, je ne sais pas, un sophrologue ou un acupuncteur ou un homéopathe, ça va lui prendre du temps et il va falloir qu'il mette ce galet-là dans son bocal. Donc oui, ça prend du temps. Mais je voudrais revenir sur le libellé. Arrêter de fumer. Souvent, je suggère à mes clients de bien faire attention à la façon dont ils libellent leur but, parce que arrêter, détruire, supprimer, c'est toujours des verbes un petit peu réducteurs, et moi je suggère, notamment par exemple pour arrêter de fumer, plutôt de se fixer un but qui viserait à devenir non-fumeur. C'est toujours plus motivant, plus attrayant de devenir quelque chose, de construire quelque chose, de développer quelque chose. Donc je reprends, on a déterminé nos valeurs, à partir de ces valeurs, un certain nombre de buts qui sont des verbes d'action, exemple devenir non-fumeur. Mais est-ce que je risque pas à un moment de me retrouver avec plus de buts que de temps pour les réaliser ? À ce moment-là se repose cette question du temps. Alors j'ai envie de dire, vous allez vous retrouver avec beaucoup de buts. Chaque fois que je fais cet exercice avec mes clients, on se retrouve avec beaucoup de buts et certainement moins de ressources disponibles que nécessaires pour atteindre tous ces buts. Et on revient à ce qu'on disait au début sur les choix. Qui dit faire des choix, dit critères de choix. Et là, pour les buts, il y en a 3. Ok, alors quels sont-ils ? Eh bien, le premier, c'est que les buts qui ont pour vocation à dynamiser des valeurs qui sont arrivées premières dans la hiérarchisation croisée, donc des valeurs qui sont très importantes pour nous, sont déjà des buts qui vont certainement plus nous motiver. Donc ça, c'est le premier critère, c'est la connexion entre les buts et des valeurs qui sont très importantes pour nous. La deuxième, c'est les buts qui vont dynamiser à eux seuls plusieurs valeurs. Si je reprends mon exemple du président de club de foot de tout à l'heure, s'il a des valeurs de pouvoir, s'il a des valeurs de gloire, s'il a des valeurs d'argent, et qu'il se fixe un but lié par exemple à gagner un trophée national, forcément, ce trophée national à lui-même dynamise 3 valeurs d'un coup. Donc ça, c'est le deuxième critère, le nombre de valeurs que le but touche. Et puis le troisième critère, et dans mon esprit, il n'est pas hiérarchiquement inférieur aux 2 autres, c'est le plaisir, c'est l'envie. Qu'est-ce qui me donne plaisir? Qu'est-ce qui me donne envie de faire pour moi? Ça, c'est quand même aussi important. Ça, c'est votre moteur d'action, par exemple ? Pour moi, ça a été, et c'est encore le moteur d'action, et c'est pour ça que mon travail n'est pas un travail au sens étymologique du terme, mais un vrai plaisir, oui. Donc admettons que moi, mon plaisir, ce soit de prendre mon petit déjeuner dans 5 ans sur la terrasse de ma maison.
J'ai déterminé que ma valeur à moi aujourd'hui, c'était la transmission d'un patrimoine, par exemple, à mes enfants. Je voudrais devenir propriétaire. Comment je passe à l'action ? Donc pour reprendre votre exemple, et bien resituer à ceux qui nous écoutent l'arborescence qu'on est en train de décliner finalement, vous avez une valeur transmission qui vous amène à vous fixer comme but de devenir propriétaire d'une maison que vous aurez construite. Donc je dirais techniquement pour l'instant tout va bien. Alors effectivement, qu'est-ce que je mets dans mon agenda de la semaine prochaine, du mois prochain, du trimestre prochain, par rapport à ce but de vous retrouver un jour propriétaire de votre maison? Eh bien, on va passer à la troisième étape de la méthode, après les valeurs et les buts, les objectifs. Donc on va vraiment là dynamiser et concrétiser nos buts sous forme d'objectifs, cette fois à court terme. Bon, et comment je fais la différence entre un but et un objectif ? Un but est quelque chose qui donne une direction. Être propriétaire d'une maison que je vais construire, ça donne une direction, ça donne les grandes masses du temps que je vais passer dans les futures années là-dessus. Alors l'objectif, lui, va avoir une taille de bocal plus petite que celle du but. On va dire que la taille du bocal objectif, c'est entre 6 et 18 mois. Ça, c'est pour le temps. Ensuite, pour la façon dont il faut le libeller, eh bien, il faut le libeller de manière SMART. SMART, qui veut dire ? C'est un acronyme, c'est un moyen mnémotechnique pour se rappeler donc comment bien écrire un objectif. Alors, la lettre S, c'est pour spécifique. C'est une des premières grandes différences entre le but et l'objectif. Le but donne une direction, être propriétaire de ma maison, mais on ne sait pas quelle taille ou dans quelles conditions. Donc, l'objectif, lui, doit être spécifique, c'est le S. Ensuite, le M de SMART, c'est mesurable. C'est aussi la deuxième grande différence avec le but. C'est que toutes les personnes qui ont pour objectif de perdre du poids vous le diront, elles mesurent régulièrement, en se pesant, leur progression vers l'atteinte de leur objectif, et ça leur permet de déterminer si les actions qu'elles ont mises en œuvre pour atteindre l'objectif sont les bonnes ou pas. Donc ça, c'est pour le M. Pour le A, eh bien, il faut que les objectifs qu'on se fixe soient atteignables. On est quand même dans l'action, il faut pas que ça génère des frustrations, donc il faut que ce soit atteignable, c'est pas un idéal, c'est un vrai objectif. Et puis le deuxième A, eh bien, il faut qu'il soit ambitieux, il faut qu'il nous tire vers l'avant, il faut qu'on soit motivé par l'atteinte de cet objectif. Donc ça, c'est pour le A. Sinon, on se décourage. Eh bien oui. Oui, si l'objectif est inatteignable, bien évidemment, on va se décourager. Mais s'il est pas ambitieux aussi, parce que finalement, il va être atteint très vite, et puis qu'est-ce qu'on fait de son temps après derrière, quoi. On revient à la question initiale. Voilà pour le A, donc le R. Alors le R, c'est peut-être le seul adjectif qu'on ne verra pas si on lit l'objectif d'une personne, écrit sur un papier. C'est R pour réactualisable. On reste quand même dans la vraie vie, on doit quand même se rappeler, même si ce processus est assez enthousiasmant. Je remarque très régulièrement que les gens que j'accompagne dans ce travail-là sont très enthousiastes, ils sont en train de construire leur vie, on va dire, ou en tout cas la fin de leur vie. Et souvent, ils ont tendance à oublier que la vie reste la vie, qu'il va y avoir dans nos bocaux respectifs ces grains de sable. Et donc se mettre dans la disposition d'esprit d'avoir à réactualiser de temps en temps quand la vie nous le demandera, eh bien ça permet, je dirais, d'éviter les éventuelles futures frustrations. Ça évite de baisser les bras. Ça évite de baisser les bras, et surtout, dès le début du processus, de se préparer, dirons-nous, au fait que la vie peut nous encourager ou nous forcer à réactualiser nos objectifs. On reste dans l'essence, dans l'esprit de la méthode, qui est d'utiliser notre temps à des choses qui sont importantes pour nous. Et enfin le T. Alors le T, eh bien, c'est pour boucler avec le sujet de notre discussion, sur le temps, donc T pour traçable dans le temps. C'est important que les personnes puissent se fixer des échéances, en se disant, d'ici le 31 décembre, par exemple, j'aurai accompli telle action, ou j'aurai atteint tel objectif. Ça nous permet de nous organiser au niveau de l'agenda, puisqu'on va pas tarder à parler de l'agenda maintenant, c'est de se fixer des échéances. Par exemple, vous, quand vous avez décidé de vous mettre à votre compte, quel a été votre premier objectif ? Alors je vais reprendre donc le but, comme vous venez de le dire, me mettre à mon compte. J'avais plusieurs objectifs. Un des premiers objectifs, alors je vais essayer de les libeller de manière smart, de m'en rappeler. Le premier objectif, c'était que je m'étais donné 12 mois pour suivre une véritable formation à la création d'entreprise, parce que créer son entreprise, on a beau avoir, on va dire, le produit, en l'occurrence pour moi le temps, la gestion du temps. Il y a les aspects commerciaux, il y a des aspects financiers, il y a des aspects de gestion, il y a des aspects juridiques que je ne maîtrisais pas. Voilà, un objectif. Bon, un autre objectif a été, je m'étais donné 6 mois pour
récolter un peu d'argent autour de moi pour pouvoir me lancer avec un petit peu d'argent devant moi. Donc c'était différents objectifs qui n'avaient pas de lien entre eux, mais qui tous m'ont permis d'atteindre mon objectif d'être à mon compte un jour. Si je reviens à mon but de devenir propriétaire de ma maison, quels sont les objectifs que je me fixe ? On peut imaginer un objectif qui consisterait à dire d'ici le 31 décembre de l'année en cours, j'aurai déterminé le terrain sur lequel je vais construire, terrain qui sera distant au maximum de 50 km de mon lieu de travail par exemple. On peut imaginer un objectif en parallèle qui pourrait dire d'ici le 30 janvier de l'année prochaine, j'aurai conçu les plans d'une maison de 120 mètres carrés de plein pied. Et puis en parallèle, on peut aussi, si on veut explorer l'aspect financier, parler d'un objectif lié à l'obtention d'un crédit avec une mensualité ne dépensant pas X euros par exemple. Par exemple, d'ici la fin de la semaine prochaine, j'ai pris rendez-vous avec mon banquier. Ce que vous venez de dire là, c'est plus une action court terme du bocal égal la semaine prochaine. Un objectif, lui, sera quand même un petit peu plus long terme. L'objectif pourrait être d'ici telle date ou d'ici la fin de l'année, j'aurai obtenu un prêt dont la mensualité n'excède pas X euros par mois. Alors une fois qu'on a tous nos objectifs, comment on fait finalement pour les articuler entre eux ? Eh bien, on va revenir aux 5 catégories de ressources dont on a parlé tout à l'heure. On a tous nos objectifs là qui sont sous nos yeux. Et l'idée, eh bien, c'est de composer en fonction des ressources dont nous disposons. Donc je les rappelle, le temps bien évidemment, l'argent, les équipements matériels, l'information et les ressources humaines. Donc de composer avec les 5 ressources dont nous disposons. Si nous ne disposons pas d'assez de ressources, on peut soit réactualiser les objectifs, c'est le R de mon SMART, soit augmenter les ressources, par exemple obtenir un emprunt, louer du matériel supplémentaire, se faire aider par des amis, ou se donner plus de temps pour atteindre l'objectif. Donc tout ça, ce sont des moyens de, artificiellement ou pas, d'obtenir plus de ressources pour atteindre nos objectifs. Très bien, donc on sait un peu mieux maintenant comment déterminer ce qui est essentiel pour nous. Mais on n'a pas encore parlé, disons, de la roue de voiture à changer, des lessives à faire, sans parler du patron qui nous tombe dessus tous les 3 jours pour nous coller un truc qu'on n'avait pas prévu. Comment finalement on fait pour ne pas perdre de vue nos propres objectifs ? Bref, vous voulez dire comment on va gérer tout ce sable. Exactement. Parce que les exemples que vous venez de citer, c'est le sable bien sûr. Donc là, on va vraiment utiliser un agenda pour mettre en priorité dedans nos galets, bien évidemment, et puis gérer les différentes catégories de sable dont on va parler tout à l'heure. L'important, c'est de positionner nos galets, on va parler là de physiologie un petit peu, de biorhythme, de positionner nos galets dans les moments où on est plutôt en forme. Quand on dit communément de quelqu'un qu'il est du matin ou qu'il est plutôt du soir, c'est un peu ça. C'est important de se connaître, savoir si on est plutôt prêt à travailler sur nos galets quand c'est des tâches intellectuelles, bien sûr, plutôt du matin ou de l'après-midi. On va gagner du temps en travaillant sur nos galets le matin si on est du matin, plutôt le soir si on est du soir, et il vaut mieux réserver le traitement des tâches sable à des moments où on est un petit peu moins en forme. Alors est-ce qu'on peut aussi se simplifier la vie parfois ? On se met des tonnes de choses à faire, est-ce que des fois on peut finalement reléguer ce sable à une place moins importante dans notre vie ? Ce qui va nous aider à le reléguer, voire à lâcher prise par rapport à tout ce sable, c'est le fait même d'avoir structuré toute cette arborescence avec nos galets. Parce que nos galets sont présents au quotidien dans notre agenda et ils viennent de tout le travail que nous venons d'exposer, et ils sont forcément motivants puisqu'ils sont sur des valeurs, sur des buts motivants, sur des objectifs motivants. Et donc ça va nous aider vraiment vraiment facilement à reléguer le sable à sa juste place. Il y a plusieurs catégories de sable, dites-vous. La première que vous repérez, ce sont les récurrences. Exactement, les récurrences, c'est-à-dire les choses comme leur nom l'indique, qui reviennent régulièrement, les tâches qu'on a à faire une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois. Par exemple, dans le monde du privé, tondre le gazon, faire les courses, traiter son courrier. Dans le monde professionnel, ça peut être un artisan qui a sa TVA à préparer tous les mois, par exemple. Et donc, le propre des récurrences, comme ce sont des habitudes, c'est qu'on a un petit peu tendance à perdre de vue leur utilité. Et donc, parfois, peut-être de perdre du temps. Donc, par rapport à ces récurrences, ce que je suggère à mes clients de faire, c'est de se poser un certain nombre de questions. La première, c'est de se demander si vraiment ça vaut le coup de continuer à faire
cette action, si c'est une action qu'on a décidée il y a plusieurs années, est-ce que ça vaut toujours le coup, ou est-ce que c'est toujours utile de la faire? Donc si la réponse est non, bien évidemment, on a matériellement gagné du temps. Ensuite, la deuxième, c'est de se demander si c'est toujours à nous de faire cette tâche. Il est possible de, par exemple, dans le cas de la tonte de gazon, de la sous-traiter soit à un voisin compatissant, soit à un jardinier, soit même, ça se fait régulièrement à un ado, à un de nos enfants. La troisième question, c'est d'automatiser les actions. Alors, automatiser peut parfois vouloir dire informatiser quelque chose qu'on fait à la main, mais ça peut être aussi, je prends l'exemple de mon artisan qui fait sa TVA tous les mois, et qui, d'un mois sur l'autre, peut être amené à perdre du temps à se rappeler ce qu'il doit faire, dans quel ordre il doit le faire. Eh bien, ça peut être une bonne fois pour toutes de se faire une sorte de checklist, comme ça, à chaque fois, il aura juste à suivre cette checklist pour faire sa TVA. Autre question possible, c'est de se demander si la périodicité est toujours la bonne. Je prends l'exemple d'une tâche qu'on fait toutes les semaines, par exemple, et qui nous prend 1 heure, ce qui, au niveau du mois, fait 4 fois 1 heure égale 4 heures. J'encourage les gens à se poser la question de savoir si ça vaut pas le coup de le faire 1 fois par mois. Si, en le faisant 1 fois par mois, ça nous prend 3 heures, eh bien, on a gagné 1 heure. Donc c'est un petit peu rechallenger, pour parler un petit peu franglais, un petit peu nos habitudes, pour les remettre au goût du jour et essayer de gagner du temps. Alors Alain, à vous écouter, j'imagine que chaque heure compte. Et dans tout ça, je me demande s'il reste de la place pour le plaisir, pour l'imprévu, pour les amis, pour la détente. Tout ça doit aussi être planifié. Ça, à planifier, je ne sais pas. J'ai envie de dire que, en tout cas, des gens qui n'auraient pas dans leur galet le plaisir, les amis, la distraction, ça serait leur droit, puisque après tout c'est leur référentiel de vie, tout ça est venu de leurs valeurs, de leurs buts et de leurs objectifs. Me concernant, j'ai pas forcément besoin de planifier quand j'ai envie de rien faire. Pour moi, c'est quelque part aussi d'égaler de voir ses amis. Mais je peux considérer, je dirais, intellectuellement parlant, que certaines personnes ne mettent pas tout ça dans leur galet. Et pourquoi pas, après tout, c'est leur temps et ils l'utilisent comme ils le veulent. Et en tout cas, c'est quelque chose que l'on peut décider et organiser dans son temps. Oui, alors c'est vrai que souvent, les gens peuvent me dire, mais tu te rends compte, je vais quand même pas prendre rendez-vous ou noter dans mon agenda d'aller au cinéma avec mes amis ou de sortir. Certes, oui, mais souvent, les gens qui me font ces remarques-là sont les gens qui, en même temps, se plaignent de pas voir leurs amis, de pas avoir le temps d'aller au cinéma, etc. Donc j'ai envie de leur dire, qu'est-ce que tu veux vraiment pour toi ? Alors je reviens à nos différentes catégories de sable. Il y a des choses qui ne reviennent pas régulièrement, par exemple prendre rendez-vous chez le dentiste ou changer sa roue de voiture, ça c'est 1 fois de temps en temps. Beaucoup d'entre nous, pour gérer ça, font des petites listes. Est-ce que c'est ça la bonne solution ? Alors oui, c'est toutes les petites broutilles du quotidien, des choses qui nous prennent 10 minutes, un quart d'heure, qui sont pas forcément d'égalées pour nous. Et j'appelle ce genre de tâches les micro-tâches, parce qu'effectivement ce sont des tâches, ça doit être fait. Vous devez aller chez votre dentiste, et pour ça il faut prendre rendez-vous, il faut bien que vous changiez la roue de votre véhicule qui a crevé, sinon vous risquez d'avoir des problèmes. Mais c'est les micros, c'est généralement pas d'égalé, c'est les micro-tâches, oui, effectivement. Alors, pour en revenir à votre question, oui, il faut faire des listes, mais j'ai envie de dire, il en faut en faire qu'une seule. Oui, ça sert à rien d'en faire 36 et puis de les oublier à chaque fois dans un coin. Exactement, ce que je suggère, c'est que cette liste, elle soit bien au chaud dans votre agenda, et qu'elle récupère absolument toutes les choses que vous avez à faire. Quand je dis choses, ça n'est pas l'égalé, uniquement les petites bricoles, les micro-tâches, on en a tous dans le quotidien. Ce qui veut donc dire ne pas vouloir tout faire tout de suite. Pour être précis, il y a 2 grands dangers qui nous guettent avec les micro-tâches. Le premier, c'est de vouloir faire tout de suite en se disant, voilà, comme ça je serai débarrassé, ça c'est fait. Mais c'est vrai qu'il y a des jours où il y en a tellement qui se succèdent des micro-tâches qu'on peut se retrouver à 4 heures de l'après-midi et n'avoir fait que des micro-tâches et à se dire, flûte, j'ai rien fait de ma journée, parce que quand on dit je n'ai rien fait de ma journée, en fait on veut dire j'ai pas fait de galet, j'ai fait que des micro-tâches. Ça, c'est le premier danger. Le deuxième, c'est au contraire de se dire qu'on aura toujours 5 minutes pour le faire, hein. C'est vrai que c'est pas urgent, c'est pas important, et puis de fil en aiguille, on repousse, et on se retrouve devant plein de micro-tâches qu'on a trop repoussées et qui se transforment en crise, qui se transforment en urgence. Vous avez vraiment trop mal aux dents et quand vous appelez votre dentiste, eh bien, il vous donne un délai pour dans 2 mois.
où vous de nouveau vous reprenez la route et vous crevez de nouveau, et cette fois avec une roue crevée dans le coffre. On se retrouve dans la crise ou dans l'urgence. Donc, j'ai envie de dire, ni trop ni trop peu, la voie elle est au milieu. Donc on établit une liste maîtresse, c'est comme ça que vous la nommez, et on se dégage du temps pour remplir ces micro-tâches. Exactement, cette liste maîtresse, comme son nom l'indique, est unique. Elle évite d'avoir des listes un petit peu partout dans la voiture, dans la cuisine, au travail. C'est une liste où on a absolument toutes les micro-tâches que nous avons à traiter. Et donc l'idée, c'est de se prendre 1 heure ou 2 heures, ou 2 fois 1 heure par semaine, pour traiter ces micro-tâches, bref, de transformer ça, ce traitement des micro-tâches, en une nouvelle récurrence. Et donc, l'objectif dans ces récurrences d'1 heure, disons, n'est pas de traiter l'entièreté des micro-tâches qui sont sur la liste, mais en tout cas de traiter celles qui sont, entre guillemets, j'ai envie de dire, les plus menaçantes, celles qui peuvent se transformer en crise ou en urgence, à brève échéance. Voilà. Mais malgré tout, on ne peut pas tout prévoir, et là on en revient finalement à nos différentes catégories de sable. Effectivement, on ne peut pas tout prévoir, et j'ai envie de dire heureusement. Et oui, on en arrive à notre 3e catégorie de sable, les imprévus, qui souvent sont maltraités du fait que les gens, je fais référence à mes clients, souvent se retrouvent avec des agendas déjà surchargés, et se plaignent que dès qu'un imprévu arrive, cet imprévu vienne mettre la pagaille dans leur organisation. Ce qui est normal, une baignoire qui est déjà pleine, si vous rajoutez de l'eau dedans, elle va déborder. L'agenda, c'est pareil. Si vous voulez pas que la baignoire ne déborde s'il y a de l'eau qui arrive dedans de manière intempestive, eh bien c'est de vous arranger pour que votre baignoire ne soit jamais complètement pleine. Et c'est un peu pareil pour un agenda. Il est utile de planifier des blancs, planifier des vides, planifier des moments où on n'a pas de rendez-vous, on n'a rien prévu de faire, pour que ça serve un petit peu de réservoir tampon. Donc si on s'arrange pour avoir un agenda un petit peu comme ma baignoire, qui n'est jamais pleine, si jamais un jour il y a un robinet qui s'ouvre malencontreusement au-dessus de cette baignoire, eh bien elle ne débordera pas, mais l'eau pourra trouver sa place dans la baignoire. Le bon conseil, c'est donc de se laisser par exemple une demi-journée par semaine de vide. Une demi-journée, peut-être qu'il faut plus, peut-être qu'il faut moins, c'est important de s'observer un petit peu dans son quotidien, tant au travail qu'à la maison, pour voir un petit peu si on a beaucoup d'imprévus dans notre vie ou pas. On peut très bien par exemple avoir peu d'imprévus à la maison, parce qu'on a une vie réglée, etc. Et en avoir beaucoup au travail. Donc oui, c'est ça, il faut arriver à dimensionner, autant que faire se peut, ce temps de vide, ce temps de blanc, qu'il est important de positionner dans son agenda chaque semaine. Sachant que de toute façon ce sera rempli. Voilà. Ce qu'on ne sait pas, c'est de quoi sera rempli ce blanc. Par contre, on est sûr qu'il sera rempli, parce que l'imprévu fait partie de la vie, bien sûr. Bien, mais encore faut-il pouvoir se consacrer entièrement à ce qu'on est en train de faire. Oui, c'est-à-dire ne pas être interrompu. Voilà, donc là vous faites allusion à notre 4e catégorie de sable, les interruptions. Alors c'est vrai que je ne m'appelle pas Merlin l'Enchanteur, je n'ai pas la baguette magique qui permettrait aux gens de ne plus se faire interrompre, que ce soit au téléphone ou physiquement. Par contre, ce que je peux dire, c'est que avec de la prévention, on arrive beaucoup à baisser le nombre des interruptions dont on peut faire l'objet. Et cette prévention vient généralement de demandes qu'on pourrait faire aux autres, qui doivent être, comme on le disait tout à l'heure pour les objectifs, smart, et de faire smartiser, pour ce néologisme, les demandes dont on fait l'objet. C'est-à-dire ? Eh bien, si j'ai envie de demander à quelqu'un, par exemple, est-ce que, je vais prendre un exemple professionnel, est-ce que vous pouvez me faire un rapport ? Pour moi, c'est pas assez smart. Est-ce que la personne demande un rapport manuscrit ? Est-ce qu'elle demande un rapport saisi sur traitement de texte ? Pour quand est-ce qu'elle veut ce rapport ? Est-ce qu'elle le veut pour tout de suite ou pour dans une semaine ? Tout ça va conditionner effectivement les choses. Si la personne à qui on demande de faire ce rapport n'a pas la présence d'esprit de faire, comme je le disais tout à l'heure, smartiser la demande, eh bien, elle peut considérer que ce rapport, elle va le faire sur un traitement de texte pour la semaine prochaine. Et si dans l'esprit du demandeur, il fallait que ce soit fait pour demain, eh bien, il va venir le lendemain en demandant, et donc en interrompant la personne dans son travail. Si par contre, la personne qui a fait l'objet de la demande a la présence d'esprit en amont de demander pour quand ça doit être fait, est-ce que ça doit être fait sur traitement de texte ou pas, etc., elle sait définitivement comment s'organiser pour que le travail soit rendu en temps et en heure,
et donc ne fera pas l'objet d'une interruption, de relance de son patron par exemple. Bien, maintenant qu'on a déterminé ce qui compose notre temps malgré nous, c'est-à-dire le sable, et ce que l'on veut volontairement y mettre, donc nos galets, comment finalement on fait pour articuler tout ça? Alors c'est là qu'intervient l'outil agenda. On disait au début de l'entretien que l'agenda pour moi, c'est pas l'outil de démarrage, mais l'outil final. C'est l'outil qui va permettre de mettre en mesure d'harmoniser le temps passé à nos galets, le temps passé à traiter les différentes catégories de sable. Donc la première des choses qu'on va faire dans notre agenda, c'est de positionner les rendez-vous avec nous-mêmes, car l'agenda n'est pas simplement un outil à utiliser pour prendre des rendez-vous avec d'autres, c'est aussi un outil qu'il est bon d'utiliser pour prendre les rendez-vous avec nous-mêmes, et les premiers rendez-vous que nous avons avec nous-mêmes, c'est les récurrences. Donc c'est véritablement de positionner, par écrit, sur notre agenda, le temps que nous allons passer à traiter nos récurrences quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles. Et on les positionne quand, ces récurrences? Eh bien, que ce soit pour les récurrences et aussi pour les rendez-vous avec nous-mêmes que nous avons consacrés à traiter nos micro-tâches, je suggère de les positionner dans des moments où on est plutôt en énergie basse, intellectuellement parlant, parce que les moments où on est plutôt en énergie haute, on va les consacrer à traiter nos galets, bien sûr. Quant au vide, on le met où? On leur a pas donné ce nom-là à ces modules de travail particuliers qui sont destinés donc à récolter les imprévus. On appelle ça plutôt joker. C'est un peu plus imagé et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ce sont des temps, donc ces fameux temps vides dans l'agenda, des temps de joker qui vont servir de déversoir, de réservoir tampon pour toutes les activités imprévues, ou alors pour les activités qu'on a été obligé d'arrêter au moment où un imprévu est survenu. Il y a des fois des imprévus non urgents qu'on peut remettre donc au prochain temps de joker dans notre agenda, mais il y a des imprévus qu'on est obligé de traiter séance tenante, et à ce moment-là, la question est, quand est-ce que je vais finir ce que j'étais en train de faire quand l'imprévu est survenu? Et donc la réponse est, eh bien, je vais m'arrêter de faire ce que j'étais en train de faire, je vais traiter l'imprévu, et à ce moment-là, le temps dont j'ai besoin pour finir ce que j'étais en train de faire quand l'imprévu est arrivé, eh bien je le finis pendant ce temps de joker. Et alors, ce qui m'étonne dans la méthode que vous proposez, c'est que finalement, nos galets, on les place à la fin. Alors on les place à la fin, oui, mais parce que on a fait tout un travail de prévention avant avec les récurrences, les interruptions, les jokers et les micro-tâches pour leur réserver un maximum de temps. Parce que ces 4 catégories de sable sont incontournables, on ne pourra pas les supprimer. Par contre, on a fait un travail de prévention pour les limiter à leur plus simple expression. Et cet agenda, on le remplit quand? Ce que je suggère, c'est de balayer la semaine, une fois par semaine, le vendredi soir. On a encore toute notre semaine qui est bien présente à l'esprit, et donc avant de partir en week-end, on regarde la semaine suivante, donc on a déjà toutes nos récurrences, nos jokers, nos micro-tâches qui sont positionnés. On a aussi positionné des rendez-vous et des réunions, et là j'en profite pour dire que si nous continuons à assister ou à aller à des réunions ou à des rendez-vous qui ne sont pas en liaison avec nos galets, c'est difficile après de dire qu'on manque de temps. La première des choses, c'est d'éviter d'aller à des rendez-vous ou des réunions qui ne sont plus des galets pour nous. Et donc, dans les espaces qui restent, après que dans notre agenda on ait mis nos récurrences, nos jokers, etc., et nos rendez-vous et réunions liés à des galets, il nous reste de la place pour positionner le temps à passer sur nos galets. Donc, pour reprendre les exemples qu'on a cités tout à l'heure, le temps à passer par exemple pour faire du sport si on veut devenir non-fumeur, le temps à passer pour aller visiter des terrains pour celui qui veut construire sa propre maison, etc., etc. Et dernier point, nous ne sommes pas obligés de passer chaque semaine du temps sur tous nos galets, tout dépend de la priorité des uns et des autres, et c'est là qu'on voit toute l'importance du T de SMART, c'est-à-dire de la limite dans le temps qu'on s'est donné pour atteindre l'objectif. Alain Humbert, j'aimerais pour terminer cet entretien qu'on revienne sur les motivations de vos clients. Qu'est-ce qu'ils ont comme demande quand ils viennent vous voir? Oh, il y en a plusieurs. Il y a des gens qui viennent me voir parce qu'ils n'arrivent pas à évaluer leur temps et donc ça leur pose des problèmes ensuite pour le reste. J'ai des gens qui sont toujours en retard, qui viennent me demander si je peux les aider à être moins souvent en retard. Et puis bien évidemment,
toute la catégorie de personnes qui sont chroniquement dans l'urgence, quoi. Ce sont des raisons qui nous parlent à tous finalement. Qu'est-ce que vous leur conseillez? Par exemple, celui qui n'arrive pas à évaluer son temps, qu'est-ce que vous lui dites? Déjà en termes de prévention, avant de se lancer dans l'action, de prendre des informations autour de lui. Est-ce que cette chose a déjà été faite auparavant par quelqu'un de sa famille ou par quelqu'un de son service? Internet peut être utile aussi à cet égard. Donc de prendre un maximum d'informations. Et puis, si malgré tout cela, il s'est trompé dans l'évaluation du temps et qu'il s'était donné 2 heures pour faire un travail qui en demande 4, eh bien on se retrouve dans une forme d'imprévu. Il n'avait pas prévu d'avoir besoin de ces 2 heures supplémentaires. Et donc à ce moment-là, je lui demande de se reporter à l'outil Joker, parce qu'à ce moment-là, s'il a prévu du blanc dans son agenda, du vide, dirons-nous, dans son agenda, eh bien les 2 heures supplémentaires dont il a besoin, il va pouvoir les positionner dans ce temps Joker. Et alors pour ceux qui sont toujours en retard, ce qui n'est quand même pas très bien vu, comment on fait? Déjà, la première des choses, c'est quand on prend le rendez-vous ou la réunion avec la personne, et qu'on doit donc se rendre chez cette personne, c'est de positionner une sorte de rendez-vous avec nous-mêmes qui est le rendez-vous de trajet, c'est-à-dire de positionner en amont, supposons que nous avons rendez-vous avec cette personne à 10 heures, et qu'on ait besoin d'une demi-heure de trajet, eh bien c'est de prendre un rendez-vous avec nous-mêmes, sur l'agenda encore une fois, de manière écrite, de 9h30 à 10h, et c'est le temps de trajet, comme ça on part à l'heure. Je peux aussi suggérer le joker, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas positionné de joker dans son agenda va commencer à accumuler les petits retards, et donc comme il n'y a pas de réservoir tampon pour les accueillir, ces retards, eh bien la personne va avoir de gros retards à la fin. Et puis troisième piste de réflexion, eh bien c'est peut-être des personnes qui sont en retard parce qu'elles veulent faire beaucoup de choses, et généralement les gens qui veulent faire beaucoup de choses, ce sont les gens qui n'ont pas fait ce travail de distinction entre ce qui était un galet pour eux et ce que n'y était pas, donc ils embrassent trop de choses à la fois. Ou ils sont trop exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes. C'est aussi possible, oui, bien sûr. Et troisième type de profil, la personne toujours dans l'urgence. Alors la personne qui est chroniquement dans l'urgence peut être une personne qui s'occupe pas ou mal de ses micro-tâches, comme je le disais tout à l'heure. Ça peut être une personne qui les traite au fur et à mesure qu'elles viennent, et donc elle n'a plus de temps pour traiter ses galets. Ou alors au contraire une personne qui néglige trop les micro-tâches, et au bout d'un moment, ces micro-tâches non traitées se transforment en crise et donc en urgence. Ça peut être le premier point. Le deuxième point, ça peut venir d'une non-envie de déléguer ou de sous-traiter certaines tâches. Souvent, on a affaire à des personnes qui veulent tout faire elles-mêmes, et qui ont soit peur, soit qui manquent de compétences dans la délégation. Dans le monde professionnel, ça se voit très régulièrement. Et puis aussi la personne qui a du mal à distinguer la différence qu'il y a entre urgent et important. Souvent, certaines choses peuvent attendre, mais la personne décrète que c'est urgent, alors qu'en y réfléchissant un petit peu, cette chose pourrait attendre. Alain, nous voilà parvenus au terme de cette heure d'entretien. Finalement, en 1 heure, on a le temps de faire beaucoup de choses, de dire beaucoup de choses. Est-ce que, au fond, le temps ne serait pas un peu relatif? Eh bien, j'ai envie de dire que le temps dans une journée, il est le même pour tout le monde. Le plus riche des émirs, le plus puissant des présidents, et moi, on a tous les 3 24 heures dans une journée. Donc, j'ai envie de dire qu'il n'est pas relatif. Ce qui change, c'est la façon dont nous l'utilisons. Et là, on est tous à égalité, quel que soit notre âge, notre puissance financière ou notre puissance politique, on est à égalité. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas dire « je n'ai pas le temps », c'est pas une excuse valable. Alors je sais pas si on peut parler d'excuses, en tout cas quelqu'un qui dit « j'ai pas eu le temps », pour moi c'est quelqu'un qui me dit « j'ai choisi de faire autre chose ». Donc on en revient encore une fois à cette affaire de choix. On n'a pas eu le temps, on a eu le temps de faire autre chose. Donc la question à se poser c'est est-ce que j'ai eu raison d'utiliser mon temps à faire cette chose, ou est-ce que j'aurais pu l'utiliser à faire autre chose? Est-ce que finalement je suis resté maître de ma vie ou pas? Voilà, c'est est-ce que j'ai contrôlé, que j'ai utilisé correctement mon temps, et il n'y a qu'une personne qui peut dire que mon temps est correctement utilisé, c'est moi, mais pour cela il faut que j'ai tout ce référentiel dont on a parlé depuis le début de l'entretien. Un dernier petit conseil avant de se quitter?
Alors, je sais pas s'il est petit, parce que c'est un vaste débat, mais savoir utiliser correctement son temps, c'est aussi apprendre à dire non. Souvent, quand on dit non, c'est non maintenant, mais peut-être oui plus tard. Et si on a bien structuré son agenda tel que nous l'avons décrit, on peut être à pouvoir dire non à la personne, mais en fait c'est un non maintenant, par exemple parce que je suis sur un galet, mais oui dans d'autres conditions. Si tu veux, on peut prendre rendez-vous pour demain ou après-demain, ou on peut le faire ensemble plus tard, etc., etc. Et apprendre à dire non, c'est aussi apprendre à défendre son temps et à se donner du temps pour nous. Alain Humbert, je vous remercie et tout de suite, retrouvons un exercice de relaxation dont l'objectif est de repérer certaines valeurs que nous n'aurions pas pu identifier lors du travail sur les rôles. Alain Humbert, nous allons réaliser maintenant un exercice sur notre monde idéal. L'objectif est de repérer certaines valeurs que nous n'aurions pas pu identifier grâce au travail sur les rôles. Avant de commencer cet exercice, prenez soin de ne pas être dérangé et prévoyez un endroit tranquille et confortable. Installez-vous confortablement, décroisez les jambes et les bras, relâchez les épaules, fermez les yeux et centrez-vous sur votre respiration. À chaque fois que vous expirez, vous vous détendez, tout en intégrant les bruits extérieurs. Essayez peu à peu de vous centrer sur vous-même. Peut-être pouvez-vous percevoir le battement de votre cœur. Continuez à vous détendre en relâchant les muscles de votre visage, en laissant passer les pensées qui traversent votre esprit comme des nuages qui passent dans le ciel. Ils peuvent être blancs, gris ou noirs. Ils passent. Derrière, le ciel est toujours bleu. Laissez votre respiration se faire naturellement et libérez le rêveur qui est en vous. Si vous aviez une baguette magique, quel serait votre rêve pour la planète? Inutile de vous demander si c'est réaliste, laissez-vous simplement rêver. Comment communiqueraient les habitants de la Terre? Quand serait-il de la guerre, de la faim dans le monde? Y aurait-il encore des écoles, des entreprises, des administrations, des bureaux ou des hôpitaux? Comment seraient traités les animaux, la végétation, les forêts, les océans et les rivières? À quoi ressembleraient les habitations? Quel genre de musique écouterait-on?
et continuez à rêver. Ne laissez pas les connaissances actuelles vous limiter. Laissez votre imagination transformer le monde. Ressentez le plaisir, l'excitation et l'espoir de rendre ce monde meilleur, plus conforme à ce que vous souhaitez pour y vivre heureux. Maintenant, autorisez-vous à quitter le futur pour retourner vers votre passé. Revoyez votre vie et trouvez une époque où l'un de vos rêves très chers s'est réalisé. Souvenez-vous de quelque chose qui, à un moment donné, n'était qu'un rêve, puis vous avez découvert plus tard qu'il s'était réalisé. Vous allez en trouver un, puis vous allez vous rendre compte qu'il y en a un autre, puis un autre encore. Peut-être même y a-t-il des rêves qui se sont réalisés et dont vous avez oublié qu'à un moment donné, ils n'étaient que des rêves et qu'aujourd'hui, ils sont votre réalité ordinaire. En regardant le monde qui vous entoure aujourd'hui, remarquez à quel point un certain nombre de choses sont en fait des rêves qui se sont réalisés, comme marcher sur la lune, greffer des cœurs ou d'autres organes. Toutes ces choses qui n'étaient à l'époque qu'un rêve dans la tête de quelqu'un et qui sont aujourd'hui la réalité. Puis doucement, à votre rythme, reprenez contact avec ce lieu. Commencez par bouger les mains et les pieds. Respirez profondément. Ouvrez les yeux et étirez-vous. Vous êtes de retour. Écrivez maintenant ce qui s'est passé dans votre rêve éveillé sans le censurer. Et une fois le texte écrit, essayez d'y distinguer les valeurs que vous n'aviez pas encore identifiées dans le travail sur vos rôles. Ces valeurs doivent faire partie intégrante de la liste